Salut tout le monde. Aujourd'hui, on explore en profondeur la vraie histoire de la conquête française de l'Algérie, un chapitre souvent occulté. On s'appuie sur des faits historiques pour comprendre comment tout a commencé en 1830, avec ses violences et ses résistances. Cette vidéo s'inspire d'une discussion récente autour d'une polémique médiatique, mais on la reformule pour vous offrir une analyse claire et neutre. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour plus de contenu historique. On y va. Récemment, une controverse a éclaté dans les médias français suite aux propos d'un éditorialiste connu, Jean-Michel Apathy, qui a quitté une grande radio après avoir été suspendu. Il avait osé comparer les exactions commises par l'armée française lors de la conquête de l'Algérie au XIXe siècle à des massacres comme celui d'Oradour-sur-Glane pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces mots ont provoqué un tollé, avec des réactions hostiles et haineuses, amplifiées par le climat politique actuel, marqué par des tensions avec l'Algérie et des discours d'extrême droite glorifiant la colonisation. Pourtant, cette affaire a mis en lumière un manque de connaissances générales sur cette période historique. Beaucoup de Français, y compris des journalistes, avouent ne pas avoir appris ces faits à l'école, et regrettent le ton hystérique des débats qui cherchent plus le buzz que la vérité. Dans son intervention, Apathy soulignait que la France avait commis des centaines de massacres similaires en Algérie, appelant à dissocier les dossiers diplomatiques actuels de ce passé sombre. Face à des contestations affirmant que les Français n'avaient pas agi comme des nazis, il rappelait que ces horreurs étaient antérieures et que les nazis s'en étaient peut-être inspirés. Après cela, il a reçu une avalanche de messages haineux et a préféré partir, expliquant plus tard qu'il ne regrettait pas ses paroles, mais déplorait le niveau de méconnaissance et de déni en France sur ce sujet. Il tirait même une leçon: l'ignorance collective sur la colonisation entrave des relations saines avec l'Algérie aujourd'hui. Par coïncidence, un documentaire sur l'usage d'armes chimiques par l'armée française pendant la guerre d'Algérie, 1954 à 1962, a été déprogrammé par une chaîne publique, officiellement pour des raisons d'actualité, mais cela a suscité des interrogations sur une possible censure liée au contexte tendu. Ces événements montrent comment le passé colonial ressurgit dans le débat public, souvent nié ou minimisé. Pour éclairer cela, imaginons une discussion avec un historien spécialiste du colonialisme, comme Alain Ruscio, auteur d'un ouvrage exhaustif sur les premières années de la conquête algérienne de 1830 à 1852. Ce livre, fruit de recherches approfondies, documente les faits avec des sources d'époque, révélant une période marquée par des razzias et des massacres souvent oubliés, contrairement à la guerre d'indépendance plus récente. Ruscio, qui a aussi écrit sur la décolonisation et l'OAS, voit dans la polémique autour d'Apathy une confirmation de ses travaux. Les massacres étaient massifs, et les comparer à des crimes ultérieurs n'est pas nouveau. Il cite par exemple Hubert Beuve-Méry, fondateur du Monde, qui en 1957 comparait déjà les actes français en Algérie à ceux des nazis, soulignant une régression dans le débat actuel. Selon Ruscio, aucun historien n'a contredit le fond des propos d'Apathy depuis l'affaire, prouvant que ces faits sont établis depuis des décennies, comme dans l'ouvrage de Charles-André Julien datant des années 1970. La conquête de l'Algérie, débutée en 1830 sous Charles X, a été une horreur absolue, ponctuée de violences contre les civils. L'historien regrette que l'école et les médias n'aient pas transmis cette connaissance, laissant persister l'idée d'une colonisation civilisatrice réussie. Pour beaucoup, l'Algérie était un modèle de mission humanitaire, alors que la réalité était bien différente. Cette ignorance collective s'explique par un échec éducatif. À l'école, on n'enseignait pas ces massacres, et même à l'université, il fallait creuser pour les découvrir. Ruscio, de sa génération, n'en a pas entendu parler avant de se spécialiser. Pourtant, cette période a vu 1 million de soldats français envoyés en rotation, avec 100 000 morts de combat ou de maladie, et des centaines de milliers de civils algériens tués. Des démographes estiment à 825 000 les pertes algériennes jusqu'en 1872, soit une dépopulation massive due aux guerres, famines et épidémies importées. Le racisme anti-maghrébin, spécifique au colonialisme, en est un legs direct. Ruscio, fils d'immigrés italiens, compare cela à d'autres discriminations, mais souligne sa particularité, ancrée dans une théorisation de l'inégalité des races dès les années 1840, avec des ouvrages comme celui de Gobineau. La conquête animalisait les Algériens, les traitant de brutes à exterminer. Des documents d'époque, comme des illustrés pour enfants post-libération, glorifiaient la colonisation, préparant les esprits à accepter les excès, même après la lutte contre le nazisme.
Le parti colonial, une idéologie impériale et raciste partagée à droite comme à gauche, présentait l'Algérie comme un jardin à civiliser, équivalent des Indes britanniques. Cela alimente aujourd'hui le ressentiment d'un Eldorado perdu, avec des discours affirmant que la colonisation était une bénédiction ou que l'Algérie était un cloaque avant les Français. Ruscio contredit cela. Avant 1830, l'Algérie exportait du blé vers la France révolutionnaire, avait une culture, une religion et une alphabétisation via les écoles coraniques. La mise en valeur coloniale profitait à la métropole, avec des infrastructures pour les colons et soldats, financées par les impôts des indigènes dès 1900. Les hôpitaux et écoles étaient inégalitaires. Seulement 15% d'Algériens alphabétisés en 1954, contre 100% des Européens. Les enfants algériens travaillaient souvent dans la misère. Ce discours persiste dans les familles, y compris chez les descendants de Pieds-Noirs, qui répètent que la France avait tout apporté hôpitaux, routes ignorant que cela servait d'abord les intérêts coloniaux. Le débarquement à Sidi Ferruche le 14 juin 1830 marque le début. À 4 heures du matin, sous le comte de Bourmont, l'armée française arrive. Alger tombe le 5 juillet, avec destruction immédiate pour frayer un chemin, y compris de mosquées transformées en casernes ou écuries. Dès les premiers mois, des résistances émergent, menant à des répressions féroces. La conquête n'était pas une promenade. Elle rencontra une opposition farouche, justifiant aux yeux des militaires des méthodes extrêmes. Poursuivons avec les détails des violences qui ont marqué ces 22 années. Le livre de Ruscio s'arrête en 1852, marquant la fin d'une phase avec le départ d'Abdelkader, leader de la résistance jusqu'en 1847, et le début du Second Empire. Cette période fut aussi intense, voire plus, que la guerre de 1954 à 1962, avec des colonnes infernales sillonnant le pays pour briser toute opposition. Dès 1830, à Blida, le général Clausel ordonne des fusillades massives, qualifiées de boucherie par un officier comme Pélissier de Reynaud. En 1832, à El Arrache, le duc de Rovigo lance une expédition punitive contre la tribu des Eloufia. Dans la nuit du 6 au 7 avril, ces soldats massacrent 70 à 80 personnes innocentes, épargnant quelques femmes et enfants par pitié isolée. Des égorgements, des têtes sur des lances. Ces actes, référencés par des témoignages d'époque, visaient à terroriser. Rovigo, comme d'autres officiers, avait un passé violent des campagnes napoléoniennes ou à Saint-Domingue. Ces généraux, issus de l'aristocratie, traitaient les soldats comme de la chair à canon et les Algériens comme inférieurs. Montagnac, dans ses lettres d'un soldat publiées posthumément, défend la décapitation pour instiller la terreur, une tête coupée produit plus d'effet que 50 morts. Il préconise d'exterminer les hommes jusqu'à 15 ans et d'exiler les femmes et enfants, comparant les Algériens à des chiens. Ses écrits, édités chez un grand éditeur, glorifiaient ces horreurs. À partir de 1840, Thomas Robert Bugeaud, initialement sceptique, mène une guerre totale pour soumettre les Algériens. Nommé par Thiers sous Louis-Philippe, il systématise les razzias, pillage de villages pour affamer les résistants, destruction de récoltes et bétail. Les enfumades deviennent tristement célèbres, comme à Daraa les 18 à 19 juin 1845, où le général Pélissier, sur ordre de Bugeaud, enfumé-les comme des renards, asphyxie 700 personnes de la tribu Ouledria réfugiées dans des grottes. Des fagots enflammés bloquent les entrées, causant des morts par brûlure ou suffocation, avec des cris horribles rapportés. Ces méthodes, animalisant les victimes, se retrouvent ailleurs. À Zaatcha en 1849, une ville fortifiée est rasée. L'essorillement, couper les oreilles comme preuve de victoire, les emmurements vivants et les viols systématiques terrorisent les civils. Les viols, moins documentés, transparaissent dans des récits comme ceux de Zola dans La Débâcle. La presse d'époque, comme le journal des débats, relatait ces razzias en détail, sans les cacher. À l'époque, ces actes provoquent des débats. À la Chambre des députés, Lamartine condamne les enfumades comme exécrables, indignes de la civilisation française, tout en justifiant la guerre contre des peuplades sauvages. Le fils du maréchal né exige une condamnation ferme, pas un simple désaveu. Même des conservateurs protestent, montrant une liberté de ton relative, contrairement au silence actuel. Ces violences s'inscrivent dans un continuum colonial, guillotine exportée, répression en Tunisie, Sfax, 1881, au Congo belge, en Kanaki. Au XXe siècle, les massacres de Sétif en 1945 sous De Gaulle, ou la torture en Algérie, Crevette Bijard, en sont des échos.
La conquête n'était pas isolée, elle inspirait d'autres dominations. Les colons arrivent vite, pauvres attirés par une propagande promettant l'Eldorado, ils s'installent sur des terres spoliées aux Algériens, souvent sans titre formel mais cultivées depuis des générations. Expulsés, ces derniers meurent de faim ou deviennent ouvriers agricoles. Les colons, victimes de misère et d'attaques, profitent d'un système raciste affirmant la supériorité européenne. Cette mémoire persiste chez les descendants, alimentant des récits d'une Algérie civilisée par la France. Ruscio plaide pour affronter ces faits sans repentance forcée, mais avec pédagogie. Histoirecoloniale.net, qu'il coanime, fournit des ressources actualisées. Aujourd'hui, ce passé influence les débats sur l'immigration et les relations franco-algériennes. Le raidissement politique, avec des ministres attisant les tensions, reflète un legs colonial. Racisme anti-arabe théorisé dès 1830, perpétué par des mythes comme la bataille de Poitiers vue comme victoire de la civilisation contre la barbarie. Des figures comme Anatole France inversaient cela, voyant la défaite arabe comme perte pour l'humanité. La France semble en retard dans le travail mémoriel comparé aux États-Unis, Canada ou Belgique, où les débats sur le colonialisme, conflictuels, avancent. Ici, toute dénonciation provoque des levées de boucliers, avec un décloisonnement droite-extrême droite depuis les années 1970 à 80. Ruscio appelle à contre-attaquer cette mauvaise musique, pour reconnaître que la colonisation fut une parenthèse violente, fermée par les indépendances. Sur les traces physiques, avenue et statue au nord encore Bugeaud, Lamoricière, Faidherbe. À Paris, l'avenue Bugeaud est devenue Hubert Germain. Ailleurs, comme à Périgueux, des plaques contextualisent. Ruscio préconise la pédagogie plutôt que des débaptisations massives. Plaques explicatives, comme pour la rue de Lagoua, massacre de 1852. Il cite son livre sur les rues coloniales de Paris, appelant à débaptiser l'avenue Léopold II ou la statue de Francis Garnier. Pour honorer des opposants, Amédée Desjobert, député dénonçant les violences, ou au XXe siècle, Sartre, Beauvoir, Aragon, Robert Barra. Multiplier les initiatives locales pour contextualiser. La conquête débuta une guerre d'Algérie dès 1830, avec résistance d'Abdelkader. Un demi-million d'Algériens morts, combats, famine, maladies, choléra importé. Soldats français, piétailles pour des officiers aristocrates, victimes aussi. Colons, première génération misérable, mais spoliateurs involontaires. Ruscio voit une régression, débat plus ouvert autrefois, aujourd'hui nié. Échec éducatif perpétue l'ignorance, comme chez Thomas Soto regrettant son manque de savoir scolaire. Apathie, abrupte, choqué pour réveiller, mais Ruscio préfère une approche nuancée pour convaincre. Continuité des violences, enfumade en 1845, armes chimiques en 1954 à 1962. Massacre de Casablanca, 1907, Philippeville, 1955, Sfax. Guillotine en colonie. Affronter sans culpabiliser les générations actuelles. Recommandations, Histoire de l'Algérie contemporaine de Charles-André Julien, Un siècle de passion algérienne de Pierre Darmon, Histoire de l'Algérie à la période coloniale collectif, Bouchen et al. Documentaire, Colonisation, une histoire française, France TV, c'était la guerre d'Algérie, Benamouk Stora. Sur la période récente, une histoire algérienne de la France de Nedjib Sidi Moussa, Papa, qu'as-tu fait en Algérie, de Raphaël Branche, Le Pen et la torture de Risseputi Rahal, Algérie, une guerre sans gloire de Florence Baugé. Nouvelles comme ceux de Mathieu Bellesi dépeignent les colons. Site histoirecoloniale.net pour approfondir. En conclusion, comprendre cette conquête aide à apaiser les tensions actuelles, sans hystérie. Merci d'avoir regardé. Commentez vos pensées, likez, partagez. À bientôt pour plus d'histoires sans filtre.